Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un autre épisode de la série de 0 à 70.3. Mon nom est Gabrielle Théoret, je suis physiothérapeute chez Physiovélo et en septembre 2025, je vais participer à mon premier demi-Ironman. Si, comme moi, vous êtes un peu mêlé à travers le monde du triathlon et vous vous posez plein de questions, bien, cette série est faite pour vous. C'est parti! Bonjour Vincent. Allô, Gabrielle. Aujourd'hui, je te reçois dans mon épisode là, pour qu'on parle de tout ce qui est préparation mentale, fixation d'objectifs et tout ça, évidemment, un petit peu plus dans l'aspect sportif. J'aimerais ça que tu te présentes un petit peu pour que les gens comprennent un peu pourquoi tu es là avec moi aujourd'hui. Puis après ça, on embarque dans le vif du sujet. Super. Avec plaisir. Merci de me recevoir. Puis en fait, c'est vraiment le fun de pouvoir parler de ce sujet-là avec toi. Vincent Gosselin-Boucher, moi, en fait, j'ai une formation qui est mixte. J'ai fait de la psycho. J'ai aussi fait un background aussi en kinésiologie où j'ai mis la science du sport avec la psychologie pour étudier les athlètes, entre autres l'anxiété de compétition. En fait, en toute transparence, je voulais m'étudier. Comme coureur, c'était un de mes problèmes, ou du moins, c'est ce que je vivais beaucoup. Les fameux aller aux toilettes avant la course, là. Moi, c'était très, très, très fréquent, puis même durant la course. Bref. Le petit pipi de stress. Ah ouais, c'est ça. Puis ça arrive souvent, puis là, t'es comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Bref. Fait que là, j'ai voulu l'étudier durant ma maîtrise. Et après ça, j'ai voulu faire un doctorat où que j'ai approfondi plus les comportements de santé. Fait que c'est en psychologie de la santé. Donc, comment changer le comportement des gens. On parle pas de manipulation, là. Non. On parle de changer le comportement dans un milieu de santé qui nous offre des solutions. Puis les procès de la santé sont très, très, très actifs. Donc, c'était ça mon enjeu. Comment travailler avec les procès de la santé pour les aider à soutenir les patients, mais je les transfère en plusieurs autres sphères, dont le sport. Dont le sport. Puis quand tu dis, justement, psychologie de la santé, changement de comportement, c'est faire un changement de comportement qui va, j'imagine, résulter d'une amélioration de la santé? C'est l'objectif, effectivement. Donc, le changement de comportement, ça va parfois de juste identifier qu'il y a un comportement à changer. Donc, et il y a plusieurs étapes. Et l'objectif, c'est de maintenir possiblement un comportement, d'en acquérir un nouveau, mais également donc on va travailler avec la connaissance des gens, la confiance aussi, puis leur niveau de motivation pour les amener à un nouveau comportement, un maintien du comportement. Et des fois, c'est pour réduire des risques pour la santé donc d'être sujet, par exemple, à des maladies chroniques, par exemple. Donc, puis ça, je trouve ça super intéressant, toute la partie changement de comportement, parce que je me suis inscrite à mon événement. Parfait. Il va falloir que je m'entraîne. Je m'entraînais déjà, peut-être de manière un peu moins structurée. Mais là, j'ai réalisé que, OK, il faut que ça fasse partie de ma routine. Il faut que je change quelque chose pour atteindre mon objectif final. Je peux pas juste y aller dans le vide comme ça. Fait que là, OK, il faut que j'intègre ça. Fait que c'était un peu pour moi comme un nouveau comportement, si je peux, une nouvelle habitude. Une nouvelle habitude, exactement. Donc, puis, c'est quelque chose que on va voir, puis tu veux faire quelque chose, on va voir aussi avec les objectifs, mais tu as plein d'étapes que tu veux faire, puis tu as un objectif final, puis c'est pas pour rien, de 0 à 70.3. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est toutes ces étapes-là aussi, le changement de comportement. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça très, très pertinent, mettons, de t'avoir aujourd'hui, puis de te recevoir pour qu'on parle vraiment de ces aspects-là. Puis ça peut s'appliquer à plein de sphères, plein de différents aspects. Là, moi, je t'utilise entre guillemets pour la partie vraiment dans le sport que tu as ce background-là. Mais c'est ça pour, je veux dire, m'aider ou c'est ça, orienter un peu dans cette quête-là là, de ce fameux 70.3. Tu parlais un peu de ta carrière d'athlète. Tu veux bref carrière. Un petit résumé. Quel sport et tout? Oui. En fait, j'ai toujours été sportif. Tu sais, traditionnel québécois, jouer au soccer entre 6 et 12 ans, jusqu'à temps que ça soit intercité. Et là, l'implication est plus grande, donc pour les parents surtout, et le niveau. Donc, pour moi, ça a été pas mal ça. Et après, sport d'endurance, mais pour le plaisir avec des amis. Donc, vélo. Puis après, j'ai commencé l'entraînement au gym. Et c'est vraiment, en fait, à 20 ans que j'ai commencé à courir. Et à 22, j'ai fait l'équipe universitaire à l'UQAM en cross-country.
Donc, c'est là que j'ai eu ce moment-là très intense où que pendant 5 ans, je m'entraînais 20-30 heures par semaine. Et donc, j'ai eu la chance d'être capitaine aussi de l'équipe. Donc, il m'a donné un rôle. Puis, je sais pas, j'étais pas le meilleur, mais j'aimais quand même soutenir. Puis, on va le voir à travers le changement de comportement. Il y a les coachs qui sont très importants. Il y a la famille, les proches, tout ça. Mais là, moi, je jouais un peu ce rôle-là comme capitaine. Donc, ça a été ça. Puis, en fait, c'est rare que le capitaine, c'est le meilleur de l'équipe. Là. C'est être bon et être un bon leader. Je pense que c'est deux qualités complètement différentes. Là. Fait que c'est pas grave si t'étais pas le meilleur. Ouais, je sais, mais je me sentais mal des fois. Non, mais c'est des blagues, mais dans ça, je pense que je montrais d'autres exemples dans le sport, l'éthique, la pratique, le volet nutrition, relaxation, détente. Tu sais, c'était plein d'aspects que j'essaie d'amener. J'étais aussi le confident, donc c'est un rôle qui est complètement différent, mais le coach, c'est ça aussi qui fait. Là, fait que... Puis visiblement, ça te... Tu me dis ça, puis on dirait avec ce que tu fais maintenant, c'est pas... On est proche, là. Donc, tu étais sur le bon chemin de ce que je comprends. Là, je pense que c'est une belle continuité, effectivement. Ouais. Donc, j'ai appris à soutenir des étudiants, mais là, j'apprends à soutenir des personnes qui veulent faire du sport, d'être plus actifs, et même des patients qui veulent réduire certains maux ou éviter des maladies chroniques. Fait que je suis dans le même volet. Dans le même, oui. Super. Donc, si on embarque dans le vif du sujet, changement de comportement, tout ça, changement d'habitude, moi, je le vois surtout en termes de, mettons, trouver le temps de m'entraîner. Puis ça me ramène un peu à la question de pourquoi je fais ça. C'est un peu la question, pourquoi tu t'entraînes, pourquoi tu fais ça. Là, oui, j'ai mon objectif final, mais je trouve que c'est important de faire la différence entre, mettons, c'est quoi ta motivation en arrière, encore là, le pourquoi. Puis après ça, un coup que tu as cette motivation-là, ce guide-là, là, je dirais, parce qu'il y a des journées où je suis moins motivée que d'autres. Fait que c'est de voir comment, malgré ce manque de motivation-là, comment... Fait qu'à ce moment-là, c'est comme si, selon moi, il y a un nouveau pourquoi qui apparaît. Tu sais, le pourquoi, il est toujours là au final, mais de jour en jour, c'est pas concret. Fait que des fois, c'est difficile de garder un peu cette motivation-là à chaque jour. Donc, de voir le gros projet ou de le voir le décortiquer par étapes, petit à petit. C'est je trouve que c'est super intéressant ce que tu amènes parce que, effectivement, là, je pense que tout le monde qui va t'écouter vont savoir c'est quoi ton objectif final, qui est de faire l'événement 70.3. Exactement. Mais ta motivation, c'est quoi, Gabrielle, de faire ça? Pourquoi tu fais ce 70.3-là? Je pense qu'au départ, je me suis fait, on va dire, un peu pousser dans le derrière. Mais j'ai suivi un peu le groupe parce que je me suis inscrite avec mon cousin, mon frère, ma soeur. Fait que c'est comme un petit défi personnel, mais on se soutient dans ce défi-là. Okay. Fait que le pourquoi, c'est évidemment, ça me tente de le faire. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas accessible, dans le sens que je pense pas que je pourrais faire ça demain matin, ou du moins pas le faire avec des bons résultats. Fait que c'était comme... Oui, aussi. Fait que c'était comme juste assez difficile mais atteignable, que je suis comme, OK, je pense que je pourrais le faire avec un bon entraînement. Fait que ça m'intéresse d'aller chercher ça. J'ai un petit groupe de support qui m'aide et qui me motive un peu avec ça. Puis, c'est ça, dépassement de soi, de voir jusqu'où je suis capable d'aller. Je pense que c'est comme mes différentes sources de motivation en arrière de ça. Oui, donc c'est super intéressant. Puis, si, par exemple, on décortique un peu tout ce que tu viens de me dire, puis on reprend certaines grandes théories de la motivation pour pas nécessairement aller trop en détail, mais il y en a une qui c'est la théorie de l'autodétermination. Puis, à travers cette théorie-là, puis t'en parles, puis ça fluctue. La motivation va fluctuer à travers le temps. Donc, c'est correct que pour le même type d'activité, tu ne sois pas à un niveau de motivation pareil. Donc, par exemple, demain matin, tu es un peu plus peut-être raqué d'un entraînement, tu te sens moins motivé, tu as peut-être d'autres choses à faire, ta liste de tâches est longue, puis à travers tout ça, tu as ton entraînement ou tes entraînements, parce qu'on s'entend, il y a 3 sports. Ouais. Donc, ici, ça peut être très gros pour toi. Et là, c'est comme, qu'est-ce que... Là, peut-être de le voir par étapes, ça peut être une chose, mais ce que je voulais montrer ici, c'est que ça peut fluctuer à travers tes journées. Que ce soit en lien avec
les charges extérieures à ton entraînement, mais aussi les types d'entraînement que tu vas faire pour ton sport. Plus intense, plus long. Exactement. Puis ça va avec la périodisation également de ton entraînement. Il y en a que tu vas faire beaucoup de longue distance, d'endurance, puis après ça, tu vas aller chercher plus du spécifique. À travers tous ces changements-là, tu peux fluctuer. Tu peux vraiment adorer certains types d'entraînement. Puis là, ça, c'est motivant. Tu es comme, hey, j'ai vraiment hâte d'aller le faire. Puis dans d'autres entraînements, mais c'est ça. Fait que là, il y a cette modification-là. Puis autre chose que tu as relevé que je trouve super intéressant, c'est dans la théorie de l'autodétermination, il y a également des besoins fondamentaux chez l'humain qui sont, dans tout ce qu'on fait, on essaie de les combler. Il y en a un, c'est compétence. Le besoin de compétence. Donc, se sentir qu'on va réussir, qu'on va essayer d'atteindre un objectif. On va se sentir qu'on va être capable de le faire puis qu'on va avoir des résultats qui vont être positifs. Donc, pour nous, c'est bon pour la confiance. Oui. De ce que je t'entends parler, puis je suis comme moi, donc mon objectif du 70.3, c'est si j'avais dit Ironman complet, là, peut-être que j'aurais moins eu ce sentiment-là de compétence où il aurait été plus difficile à atteindre ou de faire un sprint en premier. Là, j'aurais peut-être moins eu comme le petit positif à la fin de dire j'ai dû travailler fort pour l'accomplir, moins. Bien, ça l'amène un autre aspect aussi, c'est à quel point le défi ou les objectifs que tu vas te mettre sont faciles ou difficiles, puis selon si c'est trop facile, mais pour toi, ça va être difficile d'être motivé sur quelque chose qui est très facile à faire. Puis donc, quelque chose qui est comme à la limite de c'est faisable, mais tu sais que tu dois quand même mettre de l'effort. Mais ça va te motiver. Tu es comme, OK, non, je suis capable, puis c'est une première étape. Peut-être qu'un Ironman, ça va être une autre étape. Et qui sait, mais c'est comme tout le monde me dit, parce que tu cours pas de marathon. Je fais, mais je sais pas, pour moi, c'est pas un objectif. Mais ça veut pas nécessairement dire que ton objectif, c'est de faire un Ironman. Pour toi, c'est demi-Ironman, 70.3, on y va avec ça, puis c'est ta source de motivation, puis that's it. Mais pour moi, c'était ça aussi pour les marathons. Oui, c'est vrai. T'as pas besoin de toujours aller soit en faire plus ou même d'aller plus vite. On n'est pas obligé. Oui, c'est le fun d'avoir des objectifs comme ça, mais on n'est pas obligé. Puis moi, j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir ce petit deadline-là dans le temps. Comme là, je le sais qu'il est en septembre, je le sais qu'il va falloir que je mette les efforts avant, puis à tel moment. Parce que si tu me dis tu vas en faire un plus tard, c'est comme si il n'y a pas le sentiment d'urgence, même si en septembre, c'est pas si urgent, là, mais ça va s'en venir de plus en plus, ce petit sentiment-là de OK, il faut que je le fasse. On dirait que j'ai besoin d'avoir ce petit deadline, ce petit deadline-là. Ça, c'est autre chose, puis on va en parler peut-être. Puis je pense que ça va être pratique pour les personnes qui vont nous écouter, c'est comment déterminer certains objectifs. Puis il y a le SMART. Mais il y a le SMART A aussi. Donc, il y a le A à la fin, SMART A, qui est pour autodéterminer. Puis ça, c'est super important. Mais bon, je voulais revenir parce que là, on a parlé de ton besoin de compétences. Il y a aussi un besoin qui est d'affiliation, qui est le fait d'être entouré ou de le faire avec un groupe de personnes. Bon, je pense qu'ici, clairement, on est là-dedans. On le respecte, puis clairement, c'est une des c'est comblé là, avec ce que tu veux faire comme activité, là, avec la famille, tout ça, le support également de l'équipe qui est autour de toi. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que chez les gens qui n'ont pas ce support-là, c'est que c'est plus difficile? Okay. Ça peut être plus difficile. Puis on le voit à travers certaines littératures, puis à travers certaines études où les entraînements de groupe, par exemple, puis même de pratique, moi, je sais que personnellement, des fois, je me dis, non, j'aime vraiment ça m'entraîner tout seul. Je réalise que oui, dans certains cas, mais le fait d'être dans une équipe, le sentiment d'appartenance, ça te donne un petit plus de cet aspect-là social. Puis, en tout cas, à travers plusieurs études, puis quand on regardait, les gens disaient tout le temps, mais on dirait que j'ai besoin de parler à des gens. J'ai besoin d'avoir un groupe pour échanger, que ce soit sur, l'entraînement ou autre chose. Ça, c'est la base de toutes les plateformes comme Strava ou les autres applications en ligne où il y a des places pour mettre des commentaires ou des coups d'eau. C'est ça aussi, là. C'est ce besoin-là. Puis de compétences beaucoup avec les thumbs up, puis tout ça, les stats. Donc ça en fait beaucoup partie également.
Donc, je pense que ce besoin est en effet très, très comblé de mon côté. Ouais. Est-ce que je l'aurais fait par moi-même? Tu sais, là, ça m'amène à me poser cette question-là. C'est une excellente question. Je sais pas. Peut-être pas présentement, peut-être plus tard, mais présentement, je pense que si j'avais pas eu cette petite motivation-là, encore là, externe, de dire « Hey, viens-t'en, on va le faire ensemble », je pense pas que je me serais lancée tout de suite là-dedans. Fait que... Ça aussi, ça va être un contexte. Puis, exemple, là, tu avais le contexte spécifique pour pouvoir te lancer dans ce projet-là. C'est parfait. Puis, je pense que tu vas créer également d'autres liens d'appartenance parce que là, tu vas faire partie d'un groupe qui va faire un demi-Ironman. En plus d'être avec ta famille, tu vas être dans un groupe de gens qui a peut-être des personnes qui sont leur première fois également, des gens qui vont peut-être te suivre également, qui vont s'inscrire à leur première demi-Ironman. Puis ça, c'est un autre groupe puis qui se rattache à toi puis que tu viens créer une communauté un peu aussi derrière, je pense, ce podcast-là également. Là, j'avais pas vu ça comme ça, mais oui, peut-être que ça va offrir l'info. Ouais. C'est vrai. Puis le dernier besoin, il y en a le troisième, c'est l'autonomie. OK. Donc, faire des choix par toi-même, le besoin d'être... puis ça va beaucoup se refléter dans peut-être les types d'entraînement, la manière que tu vas faire tes repos, les différents choix également. Donc, tu as décidé de faire. Oui. Donc, j'ai quand même... t'es pas fait forcer. Non, il n'y a personne qui c'est quand même un choix. Exact. Mais après ça, ces besoins-là, c'est pas juste dans la prise de décision que tu vas le faire. Ça te suit à travers tout ton parcours d'entraînement également. Ouais. Puis ça va fluctuer. Donc, c'est un exemple pour les besoins d'autonomie, c'est tu te fais donner un plan d'entraînement, mais tu n'as rien à dire dessus. Voici ce que tu dois faire pour les prochaines semaines, mois. Il y a peut-être des chances que tu ne sois pas nécessairement satisfaite. Ouais. Il y a quelque chose qui dans l'arrière-pensée, que tu vas toujours... J'aurais pas fait ça comme ça. Ah, j'aime mieux cet exercice-là. Ah, pourquoi il m'a mis ça? Ah, mais là, il n'a pas pris ça en compte. Moi, j'ai déjà fait... C'est vrai que ça semble pas personnalisé, mettons. Ou comme, cette journée-là, tu dois faire ça. Ouais, mais c'est ma grosse journée dans la semaine. Je peux-tu switcher 2 entraînements? C'est vrai que en ce moment, j'aime avoir ce choix-là, donc cette autonomie de pouvoir bouger, jouer un peu avec les entraînements. Puis c'est vrai que sinon, je me sentirais peut-être un peu plus alarmée de comme, OK, il faut que tu fasses ça tel jour, let's go, mais c'est pas mon objectif. Je pense que je perdrais du plaisir à faire ça. Exact. Ça, c'est un autre très bon point, c'est le plaisir à travers ça. Puis tout ça amène le plaisir puis une motivation. Là, donc, c'est un cercle. Là. Fait que, des fois, il peut y en avoir un qui est moins impliqué, puis c'est correct. Je pense que celui qui est le moins impliqué habituellement, c'est celui d'affiliation. Il n'est pas toujours présent, tout dépendant. Puis on peut le voir à travers certaines situations que, si, exemple, durant une compétition, un entraînement, tu es seul ou quoi que ce soit, donc c'est pas nécessairement cette perspective-là qui va être mise de l'avant. Donc, en tout cas. Puis les 3, tu parlais des 3, il y avait compétences, affiliation, puis autonomie. Fait que ça, c'est les 3 pour la théorie de l'autodétermination. C'est des besoins fondamentaux que c'est comme 3 piliers pour lesquels va fluctuer ton niveau de motivation et ton implication dans certaines activités. OK. Donc, puis, ça s'applique-tu à n'importe quel changement de comportement? Quelqu'un qui veut, je vais dire, arrêter de fumer, est-ce que ces trois besoins-là doivent être comblés pour favoriser un meilleur changement? Est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres sphères? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut les combler, mais si, exemple, on va à l'encontre de ce besoin-là, c'est vraiment là que les comportements vont être difficiles à changer ou à être changés d'une manière pérenne. Donc, que ça soit continu dans le temps puis que ça reste puis ça se maintienne. C'est vraiment ça, en fait. Puis, de changer, par exemple, certains comportements alimentaires. Puis, tu sais, je parle de comportements de santé, mais ça va jusqu'à se brosser les dents, se mettre de la crème solaire. Faire ses exercices de physio. Exact. Exercices de physio, tout le monde, c'est quelque chose que moi, je suis vraiment pas bon. Étirement, palais. Oui, mais puis ça, je le sais, les gens, ils savent, mettons, qu'il faut qu'ils le fassent, mais puis, il y en a qui me disent, je le sais que ça va m'aider, mais ils font quand même pas. Fait qu'il y a peut-être quelque chose dans ces 3
trois sphères-là qu'il faudrait que je creuse à comprendre le pourquoi. Il y a des questions que tu peux poser. Oui. Donc, par exemple, ça va être des questions qui vont être un peu plus autour de son niveau, par exemple, de confiance en elle-même pour changer le comportement. Donc, tu peux lui poser comment tu te sens sur ton niveau de confiance pour mettre ça en place dans ta routine de 0 à 10. Mettons, je te dis ça, là, présentement, tu as un nouveau type d'entraînement, puis je te demande ta confiance pour l'intégrer à travers tes journées, tes semaines, de 0 à 10, c'est quoi ton niveau de confiance que tu as? Par exemple. Ouais. Présentement, j'ai une certaine, mettons, flexibilité dans mon horaire. C'est pas super, fait que je pourrais dire un 8. Un bon 8. 8, ouais. Super. Mais exemple, la personne te dit 8 ou 6. Souvent, on veut construire sur qu'est-ce qui est positif. Donc, on m'a demandé, parfait, 8. On veut le rendre peut-être plus élevé. 8, mais pourquoi pas comme 4 ou 0? Puis là, la personne va te dire, je suis confiant parce que je sais que j'ai les capacités, j'ai une flexibilité d'horaire, comme toi. J'ai de l'expérience dans ce type d'entraînement-là. Mais si, exemple, la personne est très basse au niveau de sa confiance, je suis à 4. Je suis confiant, mais j'ai déjà fait des entraînements, mais je me sens peut-être moins... il y a des choses qui manquent, mais on peut construire sur qu'est-ce qu'elle est confiante pour l'amener à construire et à augmenter sa confiance. Puis ça, on peut le faire avec le niveau de la motivation aussi. Tu poser la même question pour son niveau de motivation. Ouais. Puis ça peut aussi t'aider. Es-tu motivé? Ça l'amène d'autres théories aussi que modèle transthéorique, par exemple, où il y a 5 niveaux de paliers. Puis au début, les gens ne sont même pas conscients de la problématique. Pour les changements de comportement, c'est un peu ça. Ouais. Donc, au début, les gens n'ont même pas conscience, sont dans le déni. Par exemple, la crème solaire, non, moi, ça n'a pas rapport. Pourquoi? Non, même pas. Après, c'est ouais, peut-être. Peut-être que c'est intéressant. Donc là, il y avait la pré-contemplation, il y a contemplation. Après ça, il y a le niveau 3 qui est la préparation. Donc là, on est conscient de la problématique. On est conscient qu'il y a quelque chose qu'on veut changer. Donc, mise en place d'un nouveau plan d'entraînement. On a une nouvelle structure d'étirement qui est super intéressante parce que notre physio nous a dit présentement, ici, il faut que tu le fasses, mais je le fais pas. Ouais. Donc là, mais on se prépare. Donc, on a la théorie. J'aime ton parallèle de crème solaire. Est-ce que niveau 3, c'est là où tu vas l'acheter? Puis tu ne mets pas encore ou tu ne l'achètes pas tout de suite? Je pense que tu peux peut-être l'acheter en préparation. Elle est là. Ouais. Mais tu ne l'utilises pas encore. Tu es comme prêt à l'utiliser, mais... Tu pars en voyage, tu la mets dans tes bagages, mais tu ne l'utilises pas. Tu ne vois pas encore la plus-value d'aller la mettre, maintenant. C'est... en fait, tu es conscient que c'est nécessaire, mais il reste cette petite étape-là de plus de mettre en action. Souvent, qu'est-ce qui manque à ce niveau-là, c'est peut-être la confiance en ses compétences pour le faire ou une confiance ou une structure par rapport à comment je peux mettre ça dans ma routine. C'est souvent ça qui manque. Oui. Dans les changements de comportement, c'est ça. Comment je l'intègre dans ma routine? Puis là, on va dire, je manque de temps. Oui, ça, c'est un... Mais là, manque de temps pour mettre la crème solaire. Commence à être tricky un peu, mais... Pour les exercices, ça passe des fois un peu mieux, mais ouais, crème solaire, ça s'applique peut-être un petit peu moins. Exact. Puis après ça, les gens vont commencer à être en mode action, qui est le niveau 4, où là, on va essayer de voir que je suis capable de le mettre, je l'ai intégré dans ma routine, je l'ai mis à une place spécifique, peut-être pour pouvoir m'en souvenir. Puis après ça, ils peuvent passer à la phase 5, qui est le maintien. Puis là, des fois, tu vas avoir des clients qui sont déjà super... déjà très intégrés au niveau de l'étirement. Puis ils le font déjà. C'est juste qu'il faut le maintenir, peut-être. C'est ça. Fait que là, c'est le maintien. Le 4, c'est pas mauvais, dans le sens qu'ils le font, mais là, ce qu'on veut, c'est d'être capable de le faire dans le temps. Puis de le maintenir. Exact. Okay. Puis c'est un peu ça. Puis là, bref, en changement de comportement, c'est ce qui se produit, mais c'est la même chose lorsqu'on arrive à des nouveaux entraînements, des nouvelles routines, peut-être aussi, en tout cas, il y a plusieurs éléments qui sont à mettre en place, mais ça, si on le combine, ça, c'est un outil. C'est exemple, vous êtes où par rapport à ça, puis c'est un outil pour savoir, je me situe où par rapport à mon changement de comportement que j'aimerais faire. Ouais. Puis je pense qu'en ce moment, je me vois dans ta description, puis je suis comme entre le 4 puis le 5. Je peux pas dire que c'est encore maintenu
comme à 100%. À chaque semaine, il faut que je repense à ma petite planification de OK, mes entraînements vont être où, c'est quoi que c'est pas comme un automatisme encore. Fait que je me vois un peu là, dans ces étapes-là, 4-5. Là, ça fait combien de temps, Gabrielle, que tu as commencé à l'entraînement puis ce beau défi? Là, c'est quoi mettons de manière un peu plus sérieuse. Je pense que je dirais comme janvier, début d'année. Je savais, je me suis inscrit, je pense, un an jour pour jour. Fait que l'événement avait lieu en septembre dernier, puis je me suis inscrit à ce moment-là. Pas longtemps après, je me suis foulé la chemise, je me suis blessée. Fait que là, j'ai eu un petit down à ce moment-là. Puis quand ça a commencé à aller mieux, fait que je dirais comme début janvier, mais là, avec l'hiver, les différentes saisons, ça, c'était comme un obstacle de plus aussi. Je voulais profiter de l'hiver, faire un peu plus de ski de fond, faire qu'un entraînement, mais moins spécifique à ce que j'ai besoin. Puis, vu que mon événement est en septembre, je voyais pas de pression de devoir faire une croix sur le ski de fond puis de devoir faire mon 3 heures sur le trainer à l'intérieur. Fait, mais disons depuis janvier, là, que c'est un peu plus... Parfait. Un peu plus assidu. C'est ce qu'on peut voir aussi. Ça peut prendre jusqu'à... C'est quelques mois quand même pour intégrer des routines, puis les mettre en place, puis les garder, puis les maintenir. J'ai vu un truc de 21 jours. Ben, ça peut être de 21 jours pour vraiment l'intégrer, mais pour s'assurer que ça soit maintenu, j'ai pu voir des études que ça peut aller jusqu'à 3-4 mois même. OK. Tout dépendant, c'est quoi comme changement. Définitivement, oui. Là, clairement, toi, en fait, sans dire que tu étais quelqu'un qui s'entraînait pas, tu t'entraînais, mais là, de pratiquer 3 sports dans une condition aussi québécoise où tu as commencé à structurer plus en janvier, il y a des défis. Ouais. Donc, sortir dehors, c'est complexe quand même pour certains sports. Vélo, natation, ça se fait pas vraiment. Après ça, la course, ben encore là, c'est aussi un défi selon ce que tu es capable ou que tu veux faire. Là, je veux dire, sortir en bonhomme de neige, c'est autre chose. Oui, c'est pas pareil. Non. Ouais, fait... Mais en fait, c'est là que, justement, on le voit que ça va prendre du temps quand même à travers ça. Puis, ça va varier. Puis ça, c'est super important. Ça va varier d'une personne à l'autre. Ouais. Puis d'un comportement à l'autre. Parce que une des choses en changement de comportement qui est super, puis dans les sciences comportementales, c'est l'expérience de la personne. Son passé Expérience passée, OK. Impacter comment elle va voir la suite des choses. Tu sais, c'est un peu... on peut pas prendre pour... on peut l'expliquer selon plusieurs modèles, comme le modèle biopsychosocial. Donc, je pense qu'on prend l'entièreté de l'humain, tous ces éléments, son expérience, son environnement qui vont impacter tout le reste des choses. C'est un peu ça la base du modèle, mais c'est la même chose ici en changement de comportement. Ouais. C'est pas une formule. Non. C'est ça qui est super important. Il n'y a pas de formule. Ça serait trop simple. C'est trop simple. Puis ça serait trop... Ouais, je pense que ça serait trop facile. Mais en tout cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, non, je suis d'accord. Les expériences passées et tout, ça forme qui on est maintenant. Puis c'est ça qui est... Dans les changements de comportement et toute la préparation mentale, c'est personnalisé. Tu peux pas donner le même plan d'entraînement à tout le monde ou là, ça... Je veux dire... Tu pourrais, je pense, donner le même plan à 10 personnes, puis il y aurait peut-être des résultats relativement un peu différents. Mais au niveau de tout ce qui est mental, je pense pas que tu peux juste faire le même à tout le monde. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. Non, effectivement. Non, ça fonctionnerait pas. Puis je pense qu'il y aurait certaines limites, puis on le verrait, les personnes, tu verrais qu'ils réagiraient peut-être pas de la même manière à ce que tu vas leur amener au niveau des idées, par exemple. Mettre en place une certaine technique pour s'assurer que tes plans d'entraînement soient plus faciles, te motiver le matin, bref, tout ça. Même la fixation d'objectifs qu'on pourrait parler, mais c'est quand même quelque chose qui est aussi très changeant d'une personne à l'autre. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous interromps, je suis désolé. C'est important de savoir que la majorité des gens qui écoutent le podcast, vous êtes déjà plus de 100 000 à avoir téléchargé un podcast Jamais assez, ne sont pas abonnés. Donc, si vous voulez être certain de nous retrouver la semaine prochaine, en 2025, on sort un podcast par semaine. Assurez-vous de vous abonner sur vos plateformes d'écoute afin qu'on puisse se retrouver dans une semaine. C'est pas plus long que ça. Je vous laisse de retour à l'épisode. Ciao! On a parlé aussi de tout ce qui est motivation. Puis je voulais qu'on fasse un peu le parallèle ou la différence entre la motivation puis la discipline. On dirait que, mettons, on y va, définition entre les deux. Motivation, c'est un peu
pourquoi on le fait, ce qui nous pousse à agir. Puis discipline, c'est plus comme une règle de conduite qu'on va s'imposer à faire. J'ai l'impression que dans mon cheminement, j'ai besoin des deux pour atteindre mon objectif. J'ai besoin d'avoir une motivation initiale de pourquoi je fais ça. Puis vu que la motivation fluctue, comme tu l'as très bien dit, mais c'est comme là où la discipline prend le dessus, puis je me force à le faire, même si ça me tente moins, parce que je me suis imposé un peu cette règle-là non écrite de il faut que tu t'entraînes pour atteindre ton objectif. Mm-hmm. Ben, ça, en fait, ça l'amène un très bon point. Puis je pense que la motivation, c'est un élément, comme j'ai dit, qui allait fluctuer. Puis lorsque tu disais que il faut, déjà là, ça vient teinter un peu ta source motivationnelle. Donc, si on prend, c'est un continuum de pas du tout motivé. Donc, la personne a même pas de penser à vouloir le faire ou quoi que ce soit. C'est quasiment c'est une activité qui ne l'intéresse pas. Puis, elle le fait pas. À une motivation qui est extrinsèque. Et ensuite, intrinsèque. Bon. Extrinsèque, c'est quelque chose que la source qui te motive est à l'extérieur de toi. Mm-hmm. Donc, ça peut être des prix, des bourses, faire plaisir à quelqu'un, des proches, etc. Et aussi de recevoir le prestige, si on veut. Donc, il y a plusieurs sources. Et il y a un continuum qui passe de très extrinsèque, donc vraiment les prix, tout ça, éviter les conséquences même ou tout ça, les punitions, à quelque chose qui va être plus intégré ou introjecté chez toi. Donc, par exemple, pour toi, faire des entraînements pour un demi-Ironman, c'est exemple, on le prendrait à l'extrême extrinsèque, ça serait je le fais pour simplement avoir la médaille. Voilà. Après ça, on peut aller un peu plus vers l'intrinsèque où on va aller, je le fais puisque je veux faire plaisir à mes proches. OK. Il y a quelque chose d'un peu plus de valeur, famille, que ça l'intègre. Je le fais parce que c'est les types d'entraînement, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis aussi, je pense que ça va me donner une belle visibilité dans ma pratique comme physio. Bon, OK, là, il y a l'intégration de valeurs, tout ça. Puis au final, je le fais parce que c'est une pratique qui est super importante pour moi. Okay. Donc, vraiment, on va de l'extérieur à l'intérieur. Ouais. Là, je l'ai simplifié énormément, mais l'objectif, c'est que ce soit des récompenses ou des punitions qu'on veut éviter à quelque chose qui est en lien avec nos valeurs ou notre identité. Donc, c'est vraiment ça le continuum. C'est beaucoup plus fort, là, beaucoup plus fort. L'aspect valeur. Exact. Donc, puis ça peut fluctuer. Pour faire un parallèle avec ma pratique sportive, je sais que moi, j'étais beaucoup dans les différentes variabilités extrinsèques. Et lorsque j'ai arrêté de faire la course, oui, c'est à cause d'une blessure, bon, comme plusieurs coureurs. Je fais du vélo. Et après ça, ça a été... j'ai repris la course, mais d'une manière très plaisir par la suite. Plus l'objectif de performance ou de pression. Plus rien. Puis il y avait plus de problème aussi d'anxiété de performance là, qui était là, qui était excessivement présent. Puis durant mes pratiques, je me suis fait comme sportif, puis que je fluctuais à travers ces différents continuums-là, j'ai dû mettre quand même une distance avec le sport pour revenir en force. Mm-hmm. Puis j'ai changé. Donc, le cross-training, pour certains, c'est une chose. Puis ça l'amène un élément qui est super important, puis que tu vas le voir, puis que je pense que pour plusieurs de personnes qui vont nous écouter, c'est de la passion. Ouais. Est-ce que tu es passionné? Puis à quel point tu es passionné? Puis ça fait partie de la même théorie, mais c'est quelque chose qui est super intéressant. Puis je serais curieux de savoir, est-ce que tu connais les termes passion harmonieuse et passion obsessionnelle? Non, pas du tout. OK. Ça, c'est quelque chose qui, quand même, puis peut-être que beaucoup vont s'identifier à ça.
le terme passion obsessionnelle, c'est, par exemple, quelqu'un qui va être passionné pour un sport ou une pratique X. Ça peut être de l'art, comme ça peut être le fait de faire certains types d'activités extérieures, donc sans aller dans la dépendance, par exemple au gambling, tout ça, mais dans, par exemple, le vélo, la course. Obsessionnel, c'est là que ça va entraver sur toutes les autres sphères de ta vie. OK. Et cet exemple, tu penses à sauter un entraînement, par exemple de vélo de course, pour toi, c'est impensable. Tout va passer après tes entraînements. Famille même. Donc, ça va du travail, la famille, donc toutes les sphères. Donc, c'est ça l'obsessionnel. Donc, on va dans... et c'est un continuum. Il faut se prendre ça c'est pas quelque chose qui est blanc ou noir, comme dans pas mal tout ce que je vous dis. Là. À l'inverse, harmonieux, c'est là qu'on est capable de faire la part des choses puis de l'intégrer à travers son mode de vie puis sa pratique. Mais on voit que pour, par exemple, toi, si on se rapproche du 70-3, ça se peut que tu aies une petite tangente un peu plus obsessionnelle dans les derniers jours parce qu'on va être beaucoup dans la préparation, te rassurer également, tu vas contrôler les éléments que tu peux contrôler puis que tu vas justement être très structuré au niveau de l'alimentation, la récupération, etc., etc. Donc oui, tu vas peut-être te fermer sur d'autres sphères, mais pendant un court instant et être capable de revenir. Oui. Fait que je vois ça comme justement un petit indicateur qui pense un peu plus d'un côté des fois ou un peu plus de l'autre. Je pense qu'en ce moment, je suis dans le harmonieux. Comme je suis capable de jongler avec tout ça. Puis là, j'ai hâte qu'il fasse beau et chaud parce que je vais pouvoir, je vais dire, combiner des sphères. Mettons, venir au travail à vélo. Fait que, j'ai une partie de mon entraînement qui est faite et je suis rendue au travail. Donc, mon déplacement que j'aurais dû faire de toute façon en auto ou en transport. Fait que je vais pouvoir pas sacrifier, mettons, un entraînement ou des choses comme ça, puis mettre des choses ensemble. Je pense que ça va me permettre de rester dans la passion harmonieuse. Oui, exact. Faut pas le diaboliser là, quand même, l'obsessionnel. Non. C'est juste que je pense que c'est une question de temps. C'est exemple, tu restes là-dedans très, très longtemps, mais ça peut impacter aussi ta santé physique et mentale. On peut tomber dans du surentraînement. Puis là, tu sais, ça peut amener aussi des petits problèmes, des symptômes anxieux, problèmes de sommeil, etc. Donc, il y a ça aussi qui peut être... Puis ça peut aussi te couper de certains volets sociaux très importants, là, donc avec la famille, des amis, tout ça. Donc, ça arrive plus qu'on le pense, mais si c'est sur une passe, mais c'est correct là, aussi. Puis tu le sais. Là. Souvent, tu vas avertir tes personnes autour de toi. Là. Hey, by the way, durant ce moment-là, moins réceptif, mais je te reviens après. C'est ça. Je vais focus là-dessus, puis c'est ça, une petite parenthèse avec ça. Fait que, ça, c'était pour... tu parlais de cette passion-là, c'est parce que c'est important d'en avoir, puis je vois ça un peu comme la trame de fond au niveau, justement, motivation, discipline et tout. C'est faut que la passion, faut qu'elle soit présente. Puis en fait, c'est un peu... Je pense que ça serait difficile pour toi de faire tes entraînements si tu n'avais pas cette passion-là pour... Puis on peut en avoir plusieurs passions. C'est super important. Donc, tu as une passion, je pense, pour ta pratique comme professionnel, mais tu as aussi une passion pour les différents sports que tu fais. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu as, mettons, entre la course, le vélo et la natation, sont tous au même niveau. Non, je confirme que non. Je ne sais pas pour toi, c'est quoi tes préférés? Là? Je dirais... Course vélo sont en haut, puis le classique triathlète, là, puis la natation, il descend un peu plus bas. Course vélo, il s'alterne. Des moments, c'est un peu plus un, des fois, c'est plus l'autre. Mais natation... Je pense que c'est normal, puis je veux dire, sauf si on vient du milieu de la natation, c'est rarement le cas, mais sinon, il y en a beaucoup. Il y en a, puis c'est super, en fait, c'est là qu'ils performent beaucoup. Là. Mais bref, la passion, ça serait quelque chose qui va venir pousser et aider à la motivation également. Une passion harmonieuse va amener aussi des émotions positives dans ta pratique, qui sont super importantes. Parce que si, exemple, tu fais ton sport, puis tu vis juste la frustration, tu vis juste de la déception, tu vis de la colère, ça va être long. Et on le voit que dans le obsessionnel, ça peut être plus lié à des émotions négatives comparativement au harmonieux. Et également, ça va être lié à des meilleures performances
si c'est harmonieux. En effet. Donc, c'est quelque chose qui est aussi aidant. Même si l'obsessionnel peut aider quand même à la performance. Donc, il y a quand même des liens avec ça, tout dépendant de ce qui se passe avec ça. Puis une deuxième passion va aider également. Une deuxième passion? Oui. Donc, si, exemple, tu as une passion pour un sport, mais tu es capable d'avoir une autre passion pour un autre élément, que ce soit artistique ou financier ou peu importe la passion que tu peux avoir, ça vient aider parce que tu es capable de justement jongler avec ça dans ta vie. Donc, c'est plus comme de mettre aussi. une switch à off, focuser sur d'autres choses, puis revenir après. Exact. Ah, OK. Ouais. Intéressant. Donc, et pour le fait de te mettre des limites, parce qu'on peut ça aussi, là, de ces barrières-là dans ton entraînement, qui est super important, lorsque tu le fais, je suis curieux de savoir comment tu te mets ces barrières-là dans ton entraînement pour essayer d'être structuré, justement. Parce qu'on parlait de motivation et sans dire que c'est... On n'est pas dans la carotte et le bâton, on est plus dans justement cette rigueur ou le « je dois ». Donc, comment tu mets ça en place dans ta pratique, dans tes entraînements? Je suis curieux de savoir ça. Qu'est-ce que tu veux dire par comment je mets mes barrières? Donc, comment est-ce que je me force à faire mes entraînements? Exact, ouais. C'est qu'est-ce que tu dis, mais c'est aussi qu'est-ce que tu fais pour que ça arrive et que tu le fasses. Bien, d'un, je m'entraînais avant. Là, j'ai juste besoin d'un peu plus de structure. Fait que j'aime bouger et je le ressens quand je le fais pas. Que ce soit émotion, stress, que l'aspect que le sport aide ces sphères-là, moi, je le ressens. Fait que je le sais que j'ai une plus-value à le faire, pas juste au niveau de la santé physique, mais vraiment au niveau, comme, mettons, personnel et tout ça. Fait que c'est comme si je vois le positif, puis si je le fais pas, je vois le négatif. Puis on dirait que ça me fait du bien. Fait que j'ai pas besoin, on dirait, de trop... J'ai pas besoin d'en avoir trop de ces aspects-là, ni positifs ou négatifs. J'ai comme déjà un peu ce flow-là. La seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de regarder justement ma semaine puis de me dire, c'est quand que je le sais que je vais avoir ce temps-là, il faut juste que je le place. Fait que rendu là, c'est juste d'être un peu flexible puis de dire, OK, c'est plus facile pour moi de me lever à 5 heures puis de le faire là ou de prendre un plus long lunch puis de le faire à tel moment. Fait que c'est juste de le bloquer. Mais un coup qui est là, vu que je le sais, les bénéfices que ça va m'apporter, ben c'est là, c'est prévu dans mon horaire, ben je le fais, parfait. Ça commence à telle heure, ça finit à telle heure. Puis là, j'ai comme mes critères qui sont là, puis je le fais. Fait que c'est... Bien, ça l'amène un très bon point, c'est que il y a une certaine structure à travers ça, mais aussi une belle flexibilité. Mm-hmm. On voit que lorsqu'on va prévoir, on va faire une planification, puis que c'est pas juste je dois faire ça cette semaine, puis ça va arriver lorsque ça va arriver, ce qui est quand même des fois un peu plus complexe parce que c'est le moment, après ça, c'est vrai, j'avais 3-4 entraînements à faire, mais là, je savais plus trop où j'étais rendu où, puis là, c'est moins... La structure est... Donc, la structure va aider à planifier puis aussi à te sécuriser au niveau de ton temps également, parce que c'est un peu ça aussi, des fois, qu'on va dire qu'on manque. Oui, puis sur cette sphère-là, je pense que je suis visuelle. J'ai besoin de le voir, de voir ma semaine, puis de voir mes journées, mettons matin, midi, soir, là, puis de voir tel entraînement, tel jour, puis ça n'a pas de bon sens, 3 courses de suite, il faut que je le... Fait que d'être capable de bouger avec ça, mais de le voir... Je trouve que c'est ça que j'ai besoin, parce que sinon, c'est dans les airs, c'est pas concret, puis c'est là où il en manque un, il en manque deux, puis là, tu te ramasses en retard dans l'entraînement. Oui, exact. Oui, mais ça aussi, je pense que c'est une sphère qui est très importante, parce que dans les entraînements que tu vas avoir, ça se peut que tu en réussisses, que tu te sentes bien. Puis tu vas vivre des émotions par rapport à ces entraînements-là. Je ne sais pas comment ça se passe. Puis c'est toujours, tu sors avec le gros sourire puis les gros thumbs up. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Je pense pas. Il y a toujours des défis à travers ça. Et il y a plusieurs événements qui peuvent arriver, surtout. L'adaptation dans son plan d'entraînement parce qu'il y a un imprévu ou durant son entraînement, c'est une autre chose aussi à s'entraîner qui est super importante. Ouais. Faire des changements dernière minute ou de s'entraîner dans des températures qui sont différentes, ça, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, on va être pris à peut-être le vivre durant
la compétition ou autre. Ouais. Donc, de se pratiquer, de le vivre, que ce soit température, que ce soit le volet de s'adapter au niveau de comment on va s'hydrater, la nutrition durant la compétition, tout ça. C'est rarement à la compétition. C'est jamais à la compétition que tu vas faire des changements. Faut que tu les aies fait les tests avant. Là. Ouais. Puis, j'avais un épisode sur la nutrition, justement, puis c'était pratique-le pour voir comment ton estomac va réagir. Mais là, de ce que je comprends que tu me dis, c'est pratique-le pour voir comment ton mental va réagir. Hey, j'ai jamais couru quand il pleut, puis là, il pleut. Je vais quand même être capable physiquement de faire peut-être les mêmes choses, mais comment est-ce que ma tête va réagir? Puis je vais-tu me dire, oh non, ça me tente pas, il pleut, ou ça va pas bien aller parce qu'il pleut? Exact. En fait, c'est quelque chose que je pense qu'il est nécessaire d'être fait. T'sais, oui, la température va changer, l'humidité également. Puis là, rappelle-moi, c'est où que tu vas le faire? Ça s'appelle Jones Beach. Okay. C'est dans l'État de New York. OK. Donc, dans ces temps-là, il va relativement faire tempérer habituellement. Il devrait, tu sais, mi-septembre, il devrait pas avoir grosse canicule. Il devrait pas avoir du 0, -10, mais quoi que l'an passé, c'était grosse pluie, gros vent, des grosses vagues. C'était un peu le... Mais ça, c'était l'an passé, ça va être beau cette année. Exact. Donc, on veut prévoir que ça soit beau. Bon, ça, on fait de la visualisation, c'est parfait. Exact. On aime ça. Ça, je fais ça. Donc, ça, c'est une pratique également pour se préparer, de visualiser. Ça l'aide à la confiance. Puis aussi à garder sa motivation. Puis je pense que de se projeter dans des événements comme ça où il va faire beau, chaud, une belle température, puis ça va être parfait, c'est super. Mais quand même, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut se préparer à si ce n'est pas le cas. Mm-hmm. Donc, je pense pas que c'est le moment d'être dans le déni puis de dire il y a juste une belle température qui va m'attendre parce que je fais tout ce qu'il faut dans la vie pour que ça arrive. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, de s'entraîner dans des conditions différentes, de voir aussi, parce que la course va être à un certain moment dans la journée. Oui, tôt le matin. Donc, tôt le matin, si tu t'entraînes seulement l'après-midi, puis toutes tes grosses performances, c'est juste en après-midi que tu fais, ben ton corps va être quand même débalancé au moment que tu vas faire ta course, puis tout ça. Il y a le sommeil également, les récupérations, bref. Ouais. C'est un aspect qui est à intégrer, puis que ça te garde un peu en alerte. Parce que, c'est exemple, tu es prévu, hey, j'ai une longue sortie aujourd'hui à faire, peu importe de vélo ou de course, mais il annonce, sans que ça soit des orages puis dangereux, mais il annonce la pluie. Ben, OK, je vais le faire. Si c'est pas dangereux, je vais le faire. Mm-hmm. Puis ça va te donner peut-être, mon Dieu, c'était terrible, mais en même temps, tu l'as fait puis tu as été capable de te pousser. Victoire mentale, c'est ça, c'était peut-être pas les meilleurs stats. Non. Mais ça a été fait puis je me suis poussée dans l'inconfort, on peut-tu dire ça? Oui, c'est ça. Puis je pense que à travers les entraînements, c'est un peu ça. On essaie de repousser l'inconfort. Mm-hmm. Toujours 100%. Un peu plus. Parce que si on reste dans le confort, est-ce qu'il va y avoir une progression? Oui. Non, on a besoin de get out the comfort zone. Un petit peu. Puis c'est à travers ce que tu vas faire, puis comment tu évolues à travers ton plan d'entraînement, c'est un peu ça. Là. C'est une étape à la fois. Mm-hmm. Tu vas améliorer tes capacités à travers ces pratiques-là, puis que comme ça, tu vas t'améliorer puis tu vas être capable de mieux performer le moment venu. On s'entend, là, tu ne vas pas faire des entraînements seulement à la vitesse de ta compétition que tu souhaites faire. Oui, non. Donc, tu vas fluctuer tout ça. Fait que, bref. Donc, c'est quand même une sphère qui est très importante aussi au niveau de la planification. Fait que pour faire un petit retour sur ça, j'ai une phrase en anglais qui est « Plan for the worst, hope for the best ». Fait que c'est comme, tu planifies tout ce qui peut mal aller. Puis, je pense de ce que tu me dis, pas juste de le planifier dans ma tête, mais de me mettre dans ces conditions-là plus difficiles, puis d'espérer qu'il fasse beau. Oui, ben moi, je pense que c'est quelque chose qui est super au niveau de la pratique. Je pense que ça va peut-être venir jouer sur la motivation sur le moment venu. Là. Mm-hmm. Donc, si la température, des choses comme ça, de courir avec des canicules, par exemple, durant l'été, montréalais, tu vas sûrement en vivre aussi avec le vélo. C'est juste de t'adapter puis de prendre en compte. Puis je pense que tu as une super équipe qui va te soutenir à travers ça puis la préparation. Fait qu'il n'y a pas de problème, mais c'est plus... Ouais, c'est ça. Donc, mentalement, de dire oui, ça va être difficile, mais après ça, tu vas avoir une confiance, tu vas avoir une motivation. Hey, j'étais capable de le faire avec des conditions qui étaient exécrables, pas le fun. Et donc, pour moi, quand je vais me sentir dans ce que ça va être super condition ou ça va être parfait. OK. Fait que c'est l'importance d'aller chercher, c'est ça, cette
cet entraînement mental, là, si je peux dire. Oui. Et si, exemple, parce que ça peut ne pas nécessairement bien fonctionner ou tu vas peut-être avoir des pensées, puis il y a plusieurs types d'entraînement mental qui peut être fait. Et là, je ne veux pas trop entrer en détail, il y a plusieurs techniques qui est à faire, mais tu en as parlé plus tôt, puis tu le fais déjà, la visualisation. C'est quand même quelque chose qui est super intéressant. Puis ça se fait pour toutes les sphères dans la vie, là. Oui, c'est pour l'entraînement, mais si tu as une entrevue à faire avec quelqu'un, si tu as un examen, si tu vas rencontrer quelqu'un pour la première fois, etc., une performance X, la visualisation peut aider. Donc, c'est de te projeter, de te voir dans une vision externe, puis de devoir agir dans les circonstances pour voir comment que ça se passe, puis comment que l'autre réagit aussi d'une manière qui est, on le veut, ou que ça se passe du mieux possible. C'est comme ça qu'on peut construire la confiance également, puis la maintenir à travers tout ça, puis la motivation. Fait que visualisation, y a-tu d'autres, une autre technique ou autre chose qui pourrait être fait? Ben c'est sûr que il va y avoir un peu de gestion de certains d'inconforts, des émotions qui peuvent être faites également, la régulation qui peuvent être faites aussi. Je ne sais pas si pour toi, tu vis certaines émotions à travers tout ça qui peuvent te prendre, puis que des fois, tu vas commencer à juste avoir ces pensées-là, comme quoi que c'était difficile, j'ai de la difficulté, pourquoi je fais ça, tout ça. Donc, c'est le genre de rumination qui se passe. Et en fait, lorsque ça se produit, on dirait que c'est une boucle sans fin. Oui. Comment je vais me sortir de ça? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a plusieurs techniques de se dire, bon, présentement, avec cette rumination-là, est-ce que je peux prendre un point focus chez moi qui est stable, qui est ma respiration? Donc, à place de focuser sur tes pensées, c'est correct. C'est pas de dire qu'ils sont pas corrects, tes pensées. C'est-à-dire que présentement, je me sens vraiment overwhelmed. C'est beaucoup de choses en même temps. Je vais faire une grande respire et je vais focuser sur ma respiration. C'est quelque chose qui est au centre de moi puis que je peux contrôler du moins ou que je peux focuser dessus. Ouais. Et après, de dire, ben, qu'est-ce que je fais pour la suite des choses? Donc, de faire un point entre moi-même et retourner sur l'action. Un genre de petit reset. Ouais. Est-ce que tu peux essayer parce qu'il y a ces pensées-là, est-ce que tu peux essayer de t'auto... de te forcer à dire des pensées positives, que ce soit à voix haute ou dans ta tête, même si tu dis c'est tough, ça va pas, si tu dis c'est correct, ça va bien aller, c'est correct, un pas à la fois. Est-ce que ça peut venir contrebalancer ces pensées plus négatives? Ouais. Un peu un genre de fake it till you make it, de dire des choses positives, puis à un moment donné, ça va le devenir. Ben, je pense que ça peut... tu peux venir renforcer ta confiance avec des pensées, par exemple, ou des paroles qui est, regarde, je l'ai déjà faite, c'est déjà quelque chose que j'ai réussi dans le passé. Oui, c'est un défi, c'est correct que ça soit difficile, mais présentement, j'ai les compétences pour le faire, je sens que je suis en forme pour le faire, c'est correct que ça soit difficile. Il faut juste essayer d'éviter de mettre de côté qu'est-ce qui est négatif puis de dire que ça n'existe pas. Ouais. C'est correct. Ben oui. Je veux dire, on est humain. On va avoir des pensées puis des émotions négatives. C'est juste que si on les refoule ou si on les met de côté, à un moment donné, ça va juste ressurgir puis ça va être pire puis on va toujours être dans le déni puis tout ça. Donc, je pense que oui, de se dire... Mais sans aller à l'extrême, parce que ça va bien aller. Parfois, il a été très utilisé depuis 2020. Puis... c'est un peu du déni, je pense. Donc, de plus de faire, de dire, oui, c'est correct. Présentement, c'est difficile, mais après ça, je vais me sentir bien parce que je vais l'avoir réussi. Je pense que c'est quelque chose qui est une pensée qu'on peut avoir à travers des entraînements qui peut être super structurant. Chers auditrices, chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour simplement vous mentionner que si vous avez des douleurs présentement, peu importe la partie de votre corps qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'atteindre la performance, appelez-nous 450-486-3888 à la clinique Physio-Vélo. On offre de la physiothérapie sportive. On est formé, notre équipe de 7 physiothérapeutes est extrêmement compétente pour prendre en charge les sportifs et les sportives comme vous. Vous pouvez prendre aussi rendez-vous directement en ligne au physiovélo.com. Je vais mettre tous les liens dans la description sous le podcast. On vous attend en clinique et on est prêt à vous aider. Un thème que tu as
que tu rapportes beaucoup, un mot, tout ce qui est la confiance. Je pense que c'est super important. Puis tu me diras si j'ai tort, mais j'ai l'impression que c'est ça le gros chunk là, au niveau de la préparation mentale. Si tu as confiance, tu es déjà loin en avant. Pour moi, mettons, bâtir cette confiance-là, puis ça me permet de faire le transfert avec fixation d'objectifs. Pour moi, d'atteindre puis de passer un niveau à l'autre, c'est comme ça me donne confiance. J'ai réussi à faire... Là, mettons, quelqu'un qui commence à courir, mais tu dis, OK, j'ai réussi à faire 2, j'ai réussi à faire 5. Fait que là, c'est de se bâtir cette confiance-là tranquillement. Mais pour y arriver, ça passe par fixation d'objectifs. Tu as parlé du SMART A tantôt. Je suis familière avec le SMART. J'ai vu ça dans mon cours en kin il y a quelques années. Mais mettons qu'on en parle, je pense que c'est quelque chose de super important. Oui, effectivement. Je pense que, les objectifs, ça va aider à maintenir un niveau de motivation, persévérance, puis clairement aussi la confiance. Donc, d'arriver à certains objectifs, ça va aider. On va essayer de définir c'est quoi cette SMART A. SMART, on va le définir avec, c'est quelque chose de spécifique. Donc, un objectif spécifique. Si, exemple, on dit « Ah, je veux courir une longue distance ». Commence à être pas trop spécifique. Cet exemple, c'est « Je veux essayer d'atteindre tel temps dans tel type de distance. Donc, je vais avoir 40 minutes aux 10 km à tel événement. » Ça commence à être assez spécifique. Mais on va le voir qu'après, on peut on peut en avoir des spécifiques en plusieurs étapes. Donc, là, tu as ton petit spécifique 73. Mais après ça, tu vas avoir d'autres objectifs. Donc, spécifique. Le deuxième, c'est mesurable. Bon. Que ce soit, est-ce que c'est fait ou pas fait? Est-ce que c'est un temps? Est-ce que c'est une sensation, des émotions que tu as vécues également durant le tout? Parce qu'un objectif, ça peut être de juste se sentir bien durant une performance ou durant un tel type d'entraînement que tu sais que c'est très difficile. Donc, ça peut être spécifique à un type d'entraînement. Donc, on va faire des 10 fois 200 mètres où tu sais que pour toi, c'est quelque chose qui est pénible, mais que tu aimerais ça vivre des émotions positives à travers tout ça puis de bien te sentir. Ça peut être un objectif qui est super spécifique. Puis on peut le mesurer en disant, après, comment je me sens. OK. Fait que c'est pas obligé d'être un temps, ça peut être les émotions qui... Exact. OK. Oui, parce que des objectifs, ça peut être quantifiable. Donc, oui, on parle du temps, on parle de plein d'éléments comme par rapport à ça, mais ça peut être aussi un peu plus subjectif par rapport à comment tu te sens par rapport à cette situation-là. Ça peut être ton niveau de motivation, ta confiance, tout ça. Donc, on a spécifique, mesurable. Et après ça, c'est atteignable. Et là, atteignable, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste? Donc, est-ce que c'est atteignable pour toi? Est-ce qu'on parle de, par exemple, on parle pas de dire je vais faire, par exemple, 3 Ironman de suite dans les 3... semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc là, on commence à être un peu plus... Ça peut être un peu plus difficile. Bon, atteignable, on veut que ce soit quelque chose qui est réaliste pour toi aussi, que tu sois capable de l'atteindre, puis que... donc, dans une circonstance où on parle d'un entraînement... Par exemple, la semaine prochaine, tu fais un entraînement qui est difficile. Ton objectif, c'est de te sentir bien. Mais si, exemple, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait puis que tu sais que c'est pas nécessairement atteignable pour toi de te sentir bien durant ça, est-ce que c'est réellement atteignable? Peut-être pas. Peut-être. OK. Après ça, c'est réaliste. Bon, atteignable et réaliste, des fois, ils peuvent quand même se chevaucher. C'est que dans je trouve que ça se ressemble beaucoup parce que si c'est pas atteignable, dans ma tête, c'est pas réaliste. Ouais. Dans le atteignable, c'est que est-ce que les actions que tu peux faire pour y arriver, c'est un peu plus, est-ce que tu es capable de mettre les actions en place pour y arriver au niveau de l'atteignable? Le réaliste, c'est plus, par exemple, le fait de faire un demi-Ironman demain matin. OK. Donc là, ça reste que c'est peut-être pas réaliste au niveau de tout ça. L'atteignable, est-ce que tu es capable, avec les différentes actions à faire, de le réaliser, ou c'est quelque chose qui est vraiment inatteignable pour toi de par le fait qu'il manque de temps ou tu n'as peut-être pas les aptitudes ou d'autres choses. Je veux dire, si tu me demandes de faire, par exemple, d'aller monter le mont Everest, d'aller sur une montagne ou faire de l'escalade, j'ai le mal des hauteurs. Pas mal sûr que c'est pas atteignable pour moi là, pour faire ces actions-là. Mais c'est réaliste dans ça se peut, mais ce ne sera pas... Exact.
Par la suite, il y a le temporel. Donc, il faut qu'il y ait un aspect de temps. Ouais. Si c'est juste, je vais y arriver un jour, il manque un peu. Donc, il faut que tu sois capable de mettre ces aspects-là de temps. Par exemple, pour ton événement, ben, il y a une date. Ouais. Tes entraînements, ils ont des dates également. Ouais. Pour moi, selon chacun de tes entraînements, c'est un petit objectif. Donc, Ouais. donc tu peux quand même tout mesurer, tu peux tout faire ces éléments-là, tous les éléments SMART pour faire ça. Donc, c'est spécifique, mesurable, c'est atteignable. Tu es capable également que ce soit temporel et finalement, c'est ça, c'est réaliste. Donc, on a le SMART ici. Mais il y a aussi C'est quoi le A? le A, c'est que ce soit autodéterminé. OK. Donc, que ce soit quelque chose que tu aies toi-même déterminé. Donc, que ce soit... Là, on revient avec le autonome. On revient au début. Au besoin. Ouais. Là. Donc, que ce soit toi ou en collaboration avec quelqu'un que tu aies créé ces objectifs-là. C'est pas quelqu'un qui te les a imposés. C'est toi-même ou en collaboration que tu t'es mis ça de l'avant. OK. Qui est un aspect qui est super important selon moi parce que si on n'a pas cet élément-là d'autonomie à travers les besoins, ben, pour toi, ça ne fait pas de sens. Puis tu vas avoir la difficulté à trouver cette nouvelle motivation-là. Puis Ça augmente les chances de réussite et de succès s'il y a ce A-là à la fin. Exact. Okay. Puis ça, je l'ai vu à travers, puis une petite mini-parenthèse, à travers des patients ou des personnes qui veulent changer leur comportement au niveau de la santé. Si tu fais juste leur donner un plan, puis leur dire, OK, on revoit. Premièrement, 70% de l'information ne sera pas retenue. Et après ça, s'ils ne prennent pas de décision avec toi dans le plan, il y a des chances qu'ils reviennent puis qu'ils n'aient pas fait grand-chose dans le plan. OK. Donc, c'est quelque chose aussi qui est super important. Donc, que ce soit autodéterminé. Donc, voilà un peu le principe des objectifs SMART. Puis, il y a plusieurs, en fait, problématiques qu'on peut voir à travers ça. Par exemple, si c'est pas spécifique, puis c'est souvent ça, en fait, un des problèmes. Parce que, admettons, je te demande tes objectifs pour la compétition ou pour le prochain mois au niveau de tes entraînements. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à ça? Mettons, pour le prochain mois au niveau de tes entraînements, un objectif général, ce serait quoi? De le faire 5 fois par semaine. Parfait. Donc, on a un objectif qui est très général, le faire 5 fois par semaine. Cet exemple, on va aller un peu plus spécifique au niveau peut-être d'un type d'entraînement que tu vas faire au niveau d'un de tes sports. Ça serait, est-ce qu'il y a un élément peut-être à améliorer au niveau de la natation, par exemple, la technique? Est-ce qu'on veut s'assurer qu'on a une bonne récupération après les sorties de course, par exemple? On a des petites douleurs des fois. Donc, tu me dis que tu avais une blessure à la cheville. Est-ce que c'est quelque chose que comme des pensées un peu, des peurs par rapport à te blesser ou pas vraiment? C'est arrivé dans un contexte de soccer, fait que c'était complètement... OK. Fait que maintenant, je peux courir sans problème, surtout en ligne droite dehors. Fait qu'il y a pas de c'est problème. plus un enjeu. Mais ça pourrait... Oui. Ça l'était au début, là, quand ça me faisait mal, je pouvais pas courir, j'y allais tranquillement. Fait que j'étais, mettons... sous ce que je devais faire ou ce que je pouvais faire, limité par la cheville, mais maintenant, il y a plus de... maintenant ça va. Bon, ça mais va. c'est parfait. Parce que c'est sûr que dans la réadaptation, réclatisation, c'est quand même un processus aussi. Les peurs peuvent réduire un peu le niveau de motivation et tout ça, mais pour toi, ça s'est bien fait. Ouais. Fait que d'abord, c'est ça, un objectif, des petits sous-objectifs pour pouvoir... Définis, puis tu peux les définir d'une manière écrite, ça va t'aider aussi à les garder en tête. C'est vrai. Je pense que c'est quelque chose que de dire un peu, ah ouais, j'ai un objectif, c'est ça, puis les autres objectifs, mais de l'écrire parfois, de le mettre sur papier. D'un, ça te demande de prêter attention à ceux-ci, puis de vraiment un peu plus les définir. Ouais. C'est des mots-clés. Tu n'es pas obligé d'écrire des paragraphes puis un livre, là. Mais ça t'aide à les visualiser, puis tu peux les changer. Puis ça, c'est aussi ça. C'est très important. Ma prochaine question, c'était est-ce qu'il faut réussir tous nos objectifs? En fait, ça se peut que tu aies mis un objectif qui était trop élevé à un moment donné dans ton parcours, dans ce que tu veux faire. Par exemple, pour toi, tu réalises que tu avais 5 entraînements par semaine. Mais c'est ça ton objectif. Mais présentement, tu n'es pas capable, au niveau physique et psychologique, cognitif, de faire ces 5 entraînements-là. Comment tu peux changer ton plan d'entraînement pour en avoir juste 4, par exemple? Ça, c'est une adaptation. Puis au niveau des objectifs,
c'est très important. Est-ce que, par exemple, tu t'étais prévu un événement pratique durant l'été ou peu importe pour faire des transitions ou l'événement de course puis tout ça, mais au final, tu en avais prévu 2, 3, mais là, il y a peut-être moins de temps. Ah, j'en en mettre juste un, peut-être, ou peut-être 2, donc de s'ajuster. Ça l'aide. Ça l'aide beaucoup dans plusieurs contextes. Entre autres, avec le temps qui manque, les blessures aussi, les imprévus familiales, etc., etc. Donc, il y a plusieurs imprévus professionnels. Je veux dire, on n'est pas des personnes qui s'entraînent professionnellement, donc il y a d'autres sphères dans la vie, changement d'emploi, bref, il y a plusieurs éléments qui peuvent changer, qui peuvent venir jouer là-dessus, puis il faut juste s'adapter. Parce que si on les garde, puis on est comme, non, c'est mes objectifs, puis c'est fixe, mais ça va faire vivre des émotions négatives. On va moins bien se sentir, réduction de la motivation également. On va peut-être moins bien performer dans les entraînements, réduction de la confiance aussi en soi. Donc, c'est beaucoup de choses à modifier. Donc, pas nécessairement d'avoir un échec, mais d'être capable d'adapter, modifier un objectif pour quand même aller chercher une part de réussite là, de ce que je comprends. Parce que c'est ça, je me dis, si au lieu de faire 5, je fais 4, je veux dire, c'est loin d'être mauvais. Là. C'est pas comme si je fais 0. Ouais. Mais, donc, j'ai pas atteint celui-là, mais j'ai été capable d'atteindre le sous-objectif en dessous. Fait que c'est quand même un positif à travers tout ça. Exact. Puis le fait de t'adapter à travers ces entraînements-là, puis je pense que c'est quelque chose qui va se faire de peut-être réduire des fois les distances, réduire peut-être d'augmenter certaines récupérations entre les entraînements. Tu sais, des fois, on va avoir une journée ou une demi-journée, tout dépendant, puis il y a plusieurs sports, fait que ça aide aussi avec le cross-training, mais ça, c'est quelque chose qui est adapté. On le voit à travers certains types d'entraînements où il y a des personnes qui vont pas nécessairement faire du 150 km par semaine, par exemple, pour la course à pied, puis avoir des très bonnes performances. Qu'est-ce qui est commun avec tout ce qui se passe, c'est la constance. Oui, c'est vrai. Donc, garder cette constance-là, même si on l'adapte à la baisse, mais d'être constant par rapport au temps, ben, ça te prépare quand même ton corps psychologiquement et physiquement. J'aime mieux faire 4 par semaine que faire 5, 5, 0, 0, exact. 5, 0, puis d'avoir cette variation-là. Donc, d'être la constance, je pense que c'est un autre mot clé important. Oui, je pense que c'est un très bon mot avec la motivation puis tout ça. Ouais. OK, fait objectif SMART A. Mais je pense que mon A est déjà... Je pense qu'il est déjà là, fait que je peux me concentrer à me... C'est un rappel. Oui, c'est ça. C'est un rappel, mais de me concentrer à me faire des objectifs. Je pense que je pense que c'est bon de les écrire. C'est pourquoi pas. Mm-hmm. Puis c'est ça, d'avoir les sous-objectifs, d'y aller... je veux dire, ça peut quasiment être comme tu dis, par entraînement. OK, c'est quoi mon entraînement aujourd'hui? Qu'est-ce que j'essaie de faire? Est-ce que je vais être capable de le faire? Oui ou non? Puis si tous mes entraînements, je suis capable, c'est facile, ben OK, il faut augmenter un peu la difficulté puis d'aller chercher ce petit niveau-là plus difficile pour, comme tu disais, si on reste dans la zone de confort tantôt, ben c'est pas là qu'on va aller voir des progressions. Fait que j'ai quand même un objectif de dépassement de soi. Fait que je m'attends à avoir des obstacles, à ce que ça soit difficile un peu dans les entraînements, puis je m'attends pas à ce que ça soit tout est beau, tout est bien facile. Fait que, ouais, non. Fait que je pense que c'est ça le challenge différent de quand je m'entraîne ou quand je m'entraînais sans pression. T'sais, ça va moins bien un jour, ça va, c'est comme pas grave. Puis là, il y a juste une petite affaire, une petite pression de plus qui est là de... J'ai quelque chose j'ai une finalité, là, j'ai un objectif final. Fait que là, ça me force à aller en chercher un peu plus, puis à aller chercher ce petit dépassement de soi qui est peut-être que j'aurais moins au quotidien. Ouais. Puis tu sais, juste le fait d'avoir aussi un coach ou des coachs. Ouais. J'ai définitivement que ça l'aide autant au niveau de la structure, de la motivation aussi, plus externe à ce moment-là. Mais ça contribue, en fait, à te garder... puis d'avoir... c'est un support, en fait. Ouais. Puis eux, justement, s'ils respectent les différents besoins, puis ils peuvent supporter le placement des objectifs. Puis, en fait, ce qu'on souhaite, c'est que, oui, les athlètes ou les personnes qui font le sport aient ces concepts-là qu'on discute, mais tous les autres professionnels qui travaillent avec les athlètes également. Donc, c'est pour tout le monde, ces aspects-là. Ouais. Donc, d'être conscient de ces
de ces différents concepts, c'est très important parce que si on n'est pas conscient de ces éléments-là, ben, il est bien beau que l'athlète est conscient de tout ça, l'applique. Si le coach fait à l'inverse, on déconstruit un peu tout ce qui a été fait. Il faut que tout le monde marche dans la même direction. Exactement. Okay. Ouais, on l'espère, mais c'est une étape à la suite. Puis en même temps, c'est exemple, je pense que la communication aussi peut être très important. C'est sûr que moi, c'est un gros billet parce que je travaille là-dessus au niveau de mes différents projets, mais la communication entre les professionnels ou les coachs ou tout ça, avec les athlètes ou les patients, c'est très important aussi. Bien, c'est sûr, parce que si ça l'a pas bien été, puis mettons, l'athlète le mentionne pas, là, il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de... Fait que je pense que tout passe par une bonne communication. Là. Puis là, je ne veux pas trop rentrer dans ces éléments-là, mais exemple, comme physiothérapeute ou comme coach ou comme personne qui va supporter des personnes, il y a une manière de présenter ou de poser des questions, puis de communiquer. Puis là, ça, c'est une autre aussi expertise qui est super intéressante et qui est super nécessaire aussi à ce niveau-là. C'est exemple, je te demande que ça s'est bien passé ton entraînement. Oui, non. Ouais. Comment ça s'est passé ton entraînement? Ah, ça c'est... Ouais. Donc, il y a un peu plus de contenu. Ça a bien été. Exact. Et c'est pas juste un oui-non. Exact. Puis là, ça, c'est une forme. C'est une manière. Mais en ayant juste cette question-là ouverte, puis tu peux t'apposer aussi à toi-même comme athlète. Ouais. Ça va te permettre de faire des introspections sur comment tu te sens, comment je me suis senti. Juste de se demander comment je me suis senti. Mm-hmm. On le fait peut-être pas nécessairement toujours. On prend pour acquis que... Ben, c'est comme si c'est fini, c'est fait, l'entraînement est fini, puis on passe au prochain sans... Oui. Puis de te poser une question juste de 0 à 10. Comment tu t'es senti au niveau de l'effort, par exemple? Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup fait en kinésiologie, par exemple. Donc, le RPE, là, pour ne pas le nommer. Mais tu peux le faire aussi avec tes émotions, avec ta motivation. C'est vrai. Fait que là, tu peux faire plusieurs éléments comme ça. C'est sûr que ça commence à être beaucoup d'éléments, c'est si tu fais ça à chaque entraînement, mais c'est exemple, tu en as un que tu sens qui est plus prenant, tu peux juste te le mettre, puis peut-être que ça va évoluer à travers le temps. Ouais. Puis qu'au début, c'était vraiment pénible, que tu étais à 10 sur 10 de RPE. Les émotions, là, étaient moyennes, puis la motivation était, je sais pas trop, là, qu'est-ce que je fais là? Puis après ça, quand tu mets en place des techniques, la visualisation, les objectifs, puis tu vois que peut-être t'évolues à travers ça. On parlait des mesurables. Ouais. C'est ça qui est mesurable aussi. Oui, c'est vrai. Bien, tu dis ça, puis ça me fait penser, quand j'ai des entraînements sur ma montre qui me dit d'aller courir, à la fin, ça me demande mon niveau d'effort sur 10. Puis ça le fait pas tout le temps. Ça dépend, je pense, de comment je set up ma montre. Là, mais quand c'est là, après ma course, je le fais. Là, il est là, j'ai juste à peser sur le bouton. Fait que je le fais, puis ça me demande sur 10. Fait que perception d'effort. Puis ça me demande comment vous êtes-vous senti. Puis j'ai 5 réponses, un petit bonhomme qui est pas content, neutre ou qui va jusqu'à sourire. Fait que tu me dis ça, puis je réalise que je le fais peut-être pas tout le temps, mais moi, dans le fond, je le fais un peu. Puis c'est ça, tu pourrais répéter le même entraînement, puis voir, j'ai eu les mêmes temps, j'ai fait la même vitesse, mais ça m'a paru plus facile, puis je me suis mieux sentie après. Ben, moi, je vois ça comme un objectif atteint, accompli, progression, tout ça. Fait que, dans le fond, ma montre, elle me le demande. Fait que je trouve ça intéressant que tu m'apportes, que tu m'ouvres un peu cette porte-là. Il y a quand même des personnes qui sont en psychologie de la santé ou en changement de comportement, je suis pas mal sûr, dans les montres. Là. C'est pas pour rien des fois qu'ils te disent après 1 heure, c'est temps de vous lever, etc. Donc, il y a quand même ce concept-là aussi des habitudes de vie. Habitudes de vie. Ouais. Fait que si tu avais un conseil général ou à donner aux gens, as-tu un... bon, je pense que j'en ai plusieurs, mais je pense que c'est d'être capable de faire... de peut-être mettre en place ses objectifs, mais aussi d'être capable de faire un retour, un petit volet introspection sur comment on se sent. Le fait de juste faire ça, de prendre ce moment-là, ça fait une belle transition entre l'effort et le repos. Et également, ça te pratique à être capable de sentir les différents besoins, peut-être qui ne sont pas comblés ou comblés à travers les différents entraînements ou les différentes étapes de ta vie. Donc, c'est vraiment pour tout.
Donc, on prend un moment, tu as peut-être vécu beaucoup d'émotions positives ou négatives. C'est correct, là. Un ou l'autre, une réussite ou un échec. De faire un petit retour sur ça, petite introspection, puis de noter. Je pense que c'est un beau travail, puis c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, parce qu'après ça, c'est des compétences qu'on peut garder dans plein d'autres choses. Non, en effet. Fait que, Je vais me mettre à un peu plus d'introspection par rapport à ça. Je pense que c'est encore là, dans mon objectif d'entraînement, mais c'est ça, comme tu dis, ça peut s'appliquer à plusieurs sphères, ça peut s'appliquer n'importe où. Juste de prendre le temps de comme se recentrer un peu sur nous-mêmes, là, je pense que ça... je pense que c'est ce que je retiens le plus de cette discussion aujourd'hui. Là. Fait que je pense que ça va vraiment m'aider aussi pour la suite. Là. Vraiment, merci de t'être déplacé. Puis qu'on a eu cette discussion-là. Je me fais une petite to-do list de choses qu'il faut que je mette en place. Puis je suis assez confiante sur 10. Là. Je suis assez confiante que ça va se réaliser. Parce que c'est ça, tout ce que tu disais, je me reconnaissais là-dedans. Je voyais des trucs positifs. Fait que c'est le fun des fois de mettre des mots sur des théories ou des connaissances que j'ai pas nécessairement. Là. Fait que non, ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite. Parce que j'ai très confiance aussi en toi. Je pense que c'est un beau projet. Puis je pense que c'est aussi super de pouvoir aider et de vulgariser certains concepts pour les gens parce que c'est une nécessité aussi. Là. D'être dans la compréhension de tout ça. Donc, merci de m'avoir reçu. Ça m'a fait très plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à partager cet épisode et à suivre le podcast Jamais assez. On se retrouve dans un prochain épisode pour la suite de mon aventure vers mon premier demi-Ironman. Ciao!